Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais annoncée la semaine passée, qui est mon top 10 des meilleures lectures de l'année 2022. Oui, j'ai fait mon travail, ne vous en faites pas. J'ai regroupé les graphiques avec les romans, et ça arrivait pile à 10 en fait, quand je prenais toutes mes notes. Alors, pour vous dire un petit peu comment j'ai calculé tout ça, donc quand je lis un livre, je mets une note sur 5, donc entre 0, mais c'est assez rare, et 5. Ici, j'ai pris en tout cas les meilleures notes, donc celles qui ont 5 étoiles, voire 4,5. Ou alors 4, mais qui m'ont laissé vraiment un sentiment assez fort. Et ensuite, je les ai classées en fonction de mon ressenti actuel. Donc, il se pourrait que le premier, ce soit un 4 étoiles, mais qui finalement, dans ma tête, est maintenant, actuellement, un coup de cœur. Donc voilà, tout simplement. Il faut bien trouver une manière de classifier, vous voyez. Et c'est pas facile, mais j'ai réussi. On va essayer de voir un petit peu ça ensemble. À la 10e position, forcément, c'est une très bonne lecture. Je vais pas le dire tous les 10 pour les 10, mais il s'agit de Dissonance de Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Voilà, pour faire le topo, on suit Del, qui est le diminutif de Delancey, il me semble, et Del vient d'une famille un petit peu spéciale puisque sa famille peut marcher dans les mondes, donc c'est une marcheuse. Elle a l'oreille assez fine pour discerner la musique d'un monde et discerner la musique d'autres mondes également. Elle peut manipuler les cordes de ce monde, etc. et aller s'aventurer dans ces différents mondes parallèles, parfois proches d'une autre, parfois très différents. Et ces mondes sont basés sur le fait que notre monde est unique, le monde original, et qu'avec un choix, il y a un autre monde qui se crée. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc il y a certains mondes qui sont très proches, mais d'autres, comme vous vous en doutez, on peut le savoir par rapport aux guerres, etc. Certains mondes vont être totalement différents de ceux que nous connaissons, et je trouve ça toujours très passionnant comme lecture. Et ici, on est dans la lecture assez de base, vous voyez, avec l'adolescente qui est émo un petit peu, vous voyez, un peu rebelle par rapport à sa famille qui est assez stricte envers les règles, etc. Et elle ne veut pas les respecter, bien qu'elle soit très douée. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ce type de roman-là? Je m'en fiche que ce soit assez stéréotypé parce que j'ai kiffé, j'ai adoré. On voit ici Del, du coup, qui va tomber amoureuse du garçon populaire, mais ce garçon cache aussi bien son jeu. Il n'est pas si ordinaire que cela, et cela, on va s'en rendre compte assez vite. Franchement, allez voir un petit peu ce bouquin si vous voulez, parce que ça vaut le coup, je trouve, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui est une duologie. Du coup, ce n'est qu'en 2 tomes, et c'est ça qui est aussi vraiment chouette, non? Allez, on passe au suivant. Alors, ensuite, pour le numéro 9, c'est plutôt 2 tomes, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes de La Roue du Temps de Robert Jordan, donc ici, dans la collection, dans l'édition Bragelonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est typiquement ce que je vous disais en début de vidéo. Là, c'était un 4 sur 5 à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y avait quelques petits trucs des longueurs, voilà, que j'avais pas plus apprécié que ça. Mais, il n'y a rien à faire. La Roue du Temps, ça me fait kiffer. J'ai vraiment envie de continuer. Et j'y pense encore assez souvent. L'histoire reste en tête. Le tome 1, je l'avais déjà lu une première fois il y a quelques années. Et j'en avais gardé quand même des souvenirs assez prononcés. Pas le tome 2 parce qu'il se passe vraiment encore beaucoup plus de choses. Mais c'était vraiment hyper chouette. Et j'ai vraiment hâte que cette année, je pourrais lire peut-être le 3 et le 4. Et continuer parce qu'il y a beaucoup de temps à cette saga. Et aussi, ce qui m'a fait encore plus aimer, c'est que j'ai regardé les premières minutes de la série de Amazon et j'ai pas aimé en fait. Non, je n'étais pas encore assez prête à me distancer du roman que pour apprécier pleinement la série. Moi, j'ai besoin de chaque fois, quand je regarde une série adaptée d'un livre ou un livre adapté d'une série, c'est plus rare, mais bon, ça arrive.
j'ai besoin de me dire que c'est deux histoires différentes. Vous voyez, je ne vois pas une adaptation, je vois une histoire différente qui se ressemble beaucoup, vous voyez. Mais ça permet de m'immuniser contre les déceptions et contre surtout tous les petits détails qui font la beauté du livre qu'il n'y aurait pas dans la série ou des changements artistiques. Et ici dans la série, franchement ouais c'est ça, les premières 30 minutes, elles sont, je trouve, complètement différentes du livre. Et ça m'avait pas plu. C'est pas mon style, c'est pas mon trip actuellement. Donc voilà, tout ça pour dire que non, je ne vais pas regarder la série tout de suite, je préfère me concentrer sur le roman. Alors, il s'agit du tome 2 de Revolution of Ivy, de Amy Angel aux éditions Lumen. Voilà. Donc ici, comme vous le savez, c'est une duologie. C'est une dystopie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Le tome 1, je l'avais vraiment bien aimé aussi, qui était assez réaliste, je trouve, à ce qui pourrait se passer, entre guillemets, par rapport au fait que ce soit des adolescents et que tout ne va pas très vite. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant, je trouve qu'il y a aussi... ça permet de nous faire comprendre que il n'y a pas du noir et du blanc. C'est toujours du gris, quasiment. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais en fait, ce qui m'avait fait un peu peur, c'est la fin. Et ça me semblait un petit peu, pas précipité, mais le fait de me dire qu'il n'y avait qu'un seul tome après, et puis bon, vous pouvez le voir, les tomes ne sont pas bien épais, je me disais, comment est-ce qu'on va faire pour clôturer ça en 2 tomes? Maintenant, Amy Angel l'a très bien fait d'ailleurs, j'aurais aimé plus. Mais ce qu'elle nous propose comme fin, comme tome d'ailleurs de finale, est quand même fort satisfaisant à mon goût. Et fort, encore une fois, réaliste, sans devoir se presser, bien que, évidemment, à un moment donné, les éléments s'accélèrent, les événements s'enchaînent, et c'était assez vraiment bien. Maintenant, c'est pas non plus un coup de cœur intersidéral, comme vous pouvez vous en douter, de par le fait que, je trouve que je commence à devenir un peu plus âgée par rapport au personnage, j'ai plus de recul, j'attends peut-être parfois beaucoup plus d'une relation, et voilà, maintenant je trouve qu'elle était trop choupichou, et si vous cherchez quelque chose d'assez slow burn, pas vraiment en mode mon dieu, il est trop beau, je craque, eh bien allez peut-être sur ce genre de roman, une dystopie en 2 tomes qui est vraiment bien foutue. Parfois, faut pas aller chercher dans les nouveautés. Hein. Ensuite, en 7e position, il y a Il était une fois le tome 2 de Emma Chase. Donc ici, c'est le tome basé sur Henri chez Hugo Roman. Voilà, c'est ça pour vous présenter un roman. Donc pour rappel, ici, on suivait une famille royale. Le tome 1 était sur le fameux Nicolas qui était l'héritier du trône. Et ici, ça va être l'histoire de Henri qui était assez classifié comme le fêtard. Un petit peu le je m'en foutiste, le coureur de jupons, voilà. Vous voyez un peu le style. Et ça va être son histoire qui n'est pas dénuée de passé, de passif, et même la personnage principale qui a un certain handicap a vraiment, je sais pas, ça m'a semblé profond, vous voyez. Je me souviens avoir lu ça en été, en vacances, et c'était vraiment pile le bon moment. D'ailleurs, c'était tellement pile le bon moment que je l'ai bouffé en une journée, voire 2, je ne m'en souviens plus tellement, et c'était vraiment génial. Une belle lecture, facile à lire, sans prise de tête, mais qui en même temps vous fait transporter dans ce monde. On a envie d'être avec les 2 personnages, on a envie qu'ils finissent ensemble, et ensuite toutes leurs péripéties. Voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce classement. Mais bon, c'est un peu comme tous les romans, vous voyez. Toutes les lectures, si on les lit au bon moment, elles peuvent finir en coup de cœur en fait. Si on les lit à un moins bon moment, ce sera une bonne lecture. Et c'est encore pire si on les lit dans le bad mood. Là, ça peut finir en catastrophe parce que ça peut finir en ce que personne ne veut en tant que lecteur, panne de lecture. Donc voilà, je l'avais lu au bon moment et ça a déclenché vraiment un bon mood chez moi. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Alors ensuite, il s'agit de Au pays de l'ailleurs de Taherry Mafi aux éditions Michel Lafon. Bon, outre le fait que je ne suis pas hyper fan de la couve, c'est un roman dont j'ai pas l'habitude en termes de personnages, parce qu'ici on suit plutôt jeune ado à mon avis, et qui a plus ou moins 12-13 ans je crois là-dedans, je ne sais plus. Et elle s'appelle Alice. Et on est déjà dans un monde de fantasy où toutes les couleurs ont leur importance, où en fait tout est flash, tout est vraiment beau, et Alice est plutôt terne.
pour un des personnages de cette ville. Je me souviens plus tellement. Ah oui, Fahrenmood, voilà, c'est ça. Et son papa a disparu depuis quand même quelques temps. Elle s'inquiète, elle se demande un petit peu où il est. Donc, Alice est très malheureuse et elle va avec un ami. Ami, c'est un grand mot à ce moment-là. S'embarquer dans une aventure pour aller chercher son papa au pays de l'ailleurs, qui était un mythe, mais qui finalement n'en est peut-être pas un. Peut-être que le pays de l'ailleurs est jonché de royaumes plus bizarres que les autres, villes plus bizarres que les autres peut-être. C'est assez déroutant quand on lit. Je pense que pour entrer dans ce roman, il faut être dans un mode je me laisse aller, je me laisse lire et c'est parti mon kiki. J'ai adoré aussi les chapitres, comment ils étaient formulés. Par exemple, Taïri Mafin ne s'est pas contentée juste simplement de chiffrer les chapitres, mais elle mettait simplement des petites phrases d'accroche comme l'aventure continue, on continue, pas de temps à perdre. C'est sur la même longueur d'onde que le roman en lui-même en fait, assez décalé, assez haut en couleur. Et c'est vraiment une belle lecture avec de beaux messages sur la différence que l'on ressent par rapport aux autres, mais que les autres aussi ressentent par rapport à nous. C'est vraiment pas mal. Donc je vous invite à lire si vous avez parfois un petit grain de folie et que vous voulez lire ça. Donc voilà. Donc en 5e position, j'ai mis, là, j'ai pas les mangas sur moi parce que ils sont trop dispatchés dans la maison et là j'arriverai même pas à les retrouver. Mais c'est The Demon Prince and Momoshi, les tomes 2 à 4. Donc tada. J'ai vraiment adoré aussi cette... je dis tout le temps que j'ai adoré, hein, je suis vraiment désolée. Je me dis de ne pas le dire et je le dis quand même. C'est incroyable. Bref. Pourquoi ce graphique fait partie de mes meilleures lectures? Eh bien, simplement parce que, en fait, le tome 1 m'avait tapé dans l'œil au moment où je l'ai lu. Et ça date quand même d'il y a quelques années également. Et ici, les tomes 2 à 4, j'ai juste passé un excellent moment. Vous voyez, où on se met dans le divan avec un plaid et on laisse lire, quoi. Et ça fait juste du bien. Et je pense que parfois, on est tellement dans la lecture, dans l'attente parfois de certains récits, que forcément, on oublie parfois juste de prendre juste du plaisir. Et ici, ça a été mon cas. Ça a été juste une bouffée d'air frais, un plaisir. Pourtant, c'était pas non plus... Enfin, si je devais quand même critiquer l'intrigue, c'est pas non plus un truc de fifou. Ça reste de très fantastique, avec une fille qui débarque un peu de nulle part, c'est un peu facile. Vous voyez, sa grand-mère est décédée ou un truc du style, et elle va hériter d'une maison, et en arrivant dans cette maison, pouf, elle va trouver un espèce de démon, etc. Et voilà, ainsi, voilà, commence l'histoire. C'est assez classique, si vous aimez un peu ce genre de manga, mais en même temps, on sait un petit peu dans quoi on s'embarque, vous voyez, il suffit de lire un peu le résumé, voilà. Donc, parfois, il faut être ouvert sur le fait que non, une histoire ne va pas être avec un speech de fou, malade, mais parfois on signe pour ça. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, certaines romances. Il y a des romances, on le sent, ça va être cliché. Mais avoir du cliché, ça fait tellement de bien parfois. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était ma 5e, je crois. Le 4e, c'est aussi même manga. Donc c'est Metsama, le tome 5 à 12. Donc là, c'est, vous voyez, un bon truc. Et là, Metsama, il n'y a vraiment pas besoin d'en dire beaucoup parce qu'en fait, c'est une de mes sagas préférées ever. Donc j'ai découvert cette saga par animé, en fait, au tout début. Et quand j'ai vu que l'animé n'allait pas jusqu'au bout, j'ai pas pu m'empêcher, il faut que je les achète. Je me suis arrêtée au 12 parce que, eh bien, tout simplement, le 13 coûte assez cher vu que c'est une vieille série. Donc il faut le temps que je le trouve. Mais c'est hyper génial. Donc ça raconte l'histoire d'une femme badass, et d'un garçon qui veut venir parfois à son secours, mais n'en a pas besoin finalement. Hein. Elle vit sa vie tranquille. Et il n'y a pas de place à l'amour dans sa petite tête à elle. Mais peut-être que, à force, peut-être. C'est vraiment hyper chouette, ça raconte quand même une histoire assez légère de romance, mais avec parfois certaines problématiques qui sont tout autres, un autre level de sérieux, et enfin je sais pas, moi j'aime, et j'adore me plonger dedans, ça me fait bien rire. Donc voilà. Et enfin, pour continuer sur les mangas, il y a toujours Yona, Princesse de l'Aube. Et c'est le tome 7 à 10.
Toujours la même chose, Yona, ça reste mon manga, mon animé préféré ever. Ça changera, franchement, à mon avis, quasiment jamais. Il y a toujours des mangas qui vont plus ou moins à même niveau, ou des animés au même niveau, mais il va rester toujours au top du top, je crois. Parce qu'il a vraiment une valeur sentimentale. C'est un des premiers, je pense, qui m'a procuré un tel coup de cœur. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, c'est juste que Yona, c'est un monde de fantasy, donc c'est, comme dirait Inakul, de la romantasy, qui va certes très lentement, mais très lentement, là je vous jure, donc moi je suis au 10e, et bah il y a toujours pas d'amélioration. C'est du slow burn, hein. Franchement, on sait que ce qu'il y a dans les romances et tout ça, mais là c'est... Voilà. Mais il y a de l'action, il y a toute une intrigue derrière qui ne fait que s'améliorer, qui ne fait que se développer au fur et à mesure des tomes. Et on a juste envie d'en savoir plus. Je crois que là, ils en sont à plus de 30 tomes. Moi, j'en suis qu'au 10e. Donc, autant vous dire que l'envie de continuer est bien présente. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez envie de romantasy, mais plus en graphique, n'hésitez pas. Maintenant, je sais bien que la longueur de la saga fait peut-être peur. Mais ça se lit tout seul, tellement tout seul. Ensuite, en deuxième position, donc là on arrive vraiment sur le must du must, hein. Il s'agit du tome 2 de Meg Corbin de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc là il s'appelle Volet Noir. Comme le premier en fait, ça m'avait valu un foutu coup de cœur. Et il y a de tout en fait, de la romance slow burn, mais aussi c'est tellement mignon parce que ils apprennent juste à se découvrir en toute innocence. Parce que pour eux au début il y a juste même pas possibilité, vous voyez ce que je veux dire? La jeune fille elle a été éduquée que par des images, donc elle n'a rien vécu de la vie. Alors autant dire que des expériences avec un homme, bah voilà. Mais alors en plus ici il s'agit d'un loup-garou, enfin c'est comme ça qu'on dit je crois ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un loup, enfin c'est un autre, et il peut se transformer en loup. Donc, mais c'est pas les loups-garous comme on les connaît, genre à la pleine lune, ils se transforment. Non, c'est pas ça du tout. Ici, c'est vraiment un récit de science-fiction, d'urban fantasy, qui est vraiment bien foutu. Donc, moi, je vous le conseille à 10 000% si vous aimez de la bitlit. Ceci est encore un cran au-dessus de la bitlit, parce que c'est vraiment de la science-fiction, vraiment comme si c'était un autre monde en fait. Donc ici, elle, c'est son histoire, c'est avec un loup. Et lui, le loup, c'est pareil, il voit pas les humains comme des amis. Sauf qu'ici, ben voilà, avec son arrivée à elle, il va y avoir beaucoup de changements dans l'appréhension qu'ont les autres avec les humains, et les humains vis-à-vis des autres. Et c'est franchement agréable à voir toute l'évolution qui peut en découler de finalement quelques approches différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si on replace ça un petit peu dans le contexte de la différence, du racisme, etc., ça peut nous en apprendre quelque chose, je trouve. Et sinon, si vous voulez pas trop voir tout ça, eh bien, ça reste une excellente lecture qui permet d'allier de façon vraiment hyper chouette la romance, l'action et la science-fiction. Et franchement, ça, c'est juste pépita. Donc, il y a que 5 tomes, ou 5 je crois. Donc, j'ai trop envie. En fait, cette année, il faut que je lise au moins le 3. Hein. Comme ça, j'avance et au moins, ça ne se perd pas dans ma tête. Parce que sinon, ça va être mort. Et enfin, en dernière position, oui, je vous en avais parlé la semaine passée. Il s'agit bien évidemment de The Kiss and the Crime de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Comment vous dire? Vous vous en doutiez, je vous l'avais dit la semaine passée, il allait finir dans mon top 10, et c'est le top 1. Il n'y a rien à faire, ça a été une saga, mais là c'est la saga coup de cœur. Parce que si on les prend un par un, ce n'est peut-être pas un coup de cœur pour chacun. D'ailleurs, je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à chacun des tomes, mais ensemble, ça vaut juste le coup en fait. D'ailleurs, ça vaut tellement le coup que j'ai pas pu m'en empêcher. Quand j'ai lu le tome 2, le tome 3 m'attendait et il était là. Et je l'ai pris direct. Donc, voilà. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si ce n'est que c'est de la romantasy qu'il faut lire parce que chaque tome est complètement différent dans le sens où la personnage principale, qui est Kestrel, est juste changeante à chaque tome. Dans le sens, sa position change tout le temps. Et je trouve que en ça,
eh bien l'autrice a réussi à du coup chaque fois nous faire découvrir quelque chose de différent tout en maintenant quelque chose avec la romance. Et c'est vraiment agréable à voir. J'ai vraiment adoré. Maintenant, mon préféré reste le tome 1, là où ils se découvrent, là où ils se voient et là où ils sont plus en mode attention, vous voyez. Donc, c'est vraiment hyper chouette. Je sais pas trop quoi vous dire parce que si je vous dis quelle position, ce qu'on va suivre dans chaque tome, forcément, ça va vous spoiler et c'est pas le but. Mais croyez-moi, je crois que c'est une série à bien regarder, à donner sa chance aussi. Parce qu'il faut lui donner sa chance. Je vous le dis, si vous aimez la romantasy, il faut que vous lisiez The Crime. Enfin, The Girls, The Crime, The Kiss. Donc voilà, ça c'était mes 10 meilleures lectures de l'année. Donc comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment beaucoup du moment où on lit sa lecture. Il y a des lectures à mon avis où si je les lis là maintenant tout de suite, ça ne sera plus que des bonnes lectures et pas de très bonnes lectures. J'ai eu quand même pas mal d'excellentes lectures pendant l'année 2022. Mais c'est pas possible de tout vous les dire, hein, donc pour ça je vous renvoie aux updates de lecture. D'ailleurs, il y en a certaines qui vont arriver parce que je suis en retard, j'en suis bien consciente. On va essayer de reprendre un maximum de régularité dans mes vidéos, donc on va y arriver. Je sais bien que sur Instagram je suis pas fort présente, si ce n'est pas du tout. Mais en fait Instagram j'ai toujours eu du mal à me mettre à jour, parfois j'ai des moods où je m'y mets et parfois pas, donc... Ici, je me dis, si je commence par YouTube et que j'arrive à bien me maintenir sur YouTube, après, tout doucement, on réentamera Instagram, donc voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé de très bonnes lectures en 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de vos lectures, quel est votre top, au moins top 3. Il y a moyen de moyenner pour ça. Et si vous avez lu certains de mes livres, enfin des livres que j'ai lus en tout cas, n'hésitez pas, en bref, à commenter la vidéo, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo parce que ça fait exactement la même chose que pour les commentaires. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir que bien, les vidéos sont vues et aimées surtout. Et abonnez-vous si vous voulez voir ma tête un petit peu plus souvent. Allez, en attendant, je vous dis